Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable initiative de les fermes Loufa au Québec. En fait, c'est une entreprise québécoise qui fait des serres au toit même de Montréal. Et aujourd'hui, j'ai Yuriane Plante avec qui je vais lui poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup de répondre à mon entrevue. Ça me fait très, très plaisir, Thomas. Merci de nous avoir contactés. Donc, est-ce que vous êtes prête à commencer? Tout à fait. Ok. Donc, ma première question, c'est pouvez-vous me résumer les différentes étapes de production, par exemple dans les semences, l'organisation des espaces, l'arrosage et la cueillette? Alors, au ferme UFA, on a présentement 4 serres sur les toits, plus une ferme intérieure. Donc, notre nouvelle ferme intérieure qui est en production depuis mars, ça nous permet de partir les semis chez nous. Donc, on peut partir les semis pour toutes les serres dans notre ferme intérieure. Puis ensuite, les semis vont devenir des plantes. Donc, à partir du moment où ça commence à pousser, on voit la plante grandir, on va commencer à l'entretenir. Donc, il y a tout un cycle de production puis de maintien de la plante sans utilisation de pesticides. On va utiliser des insectes bénéfiques pour contrer les ravageurs qui peuvent être dans nos serres ou notre ferme intérieure. Donc, pour ça, on a une centaine d'employés là, qui travaillent dans les différentes serres. Puis, ces employés-là aussi vont cueillir des légumes que les lufavores vont manger à chaque jour. Et selon les serres, selon les productions, on va devoir changer complètement les plantes environ aux 6 mois. Donc, après 6 mois de production, on a un gros travail d'enlever tous les plants qui sont dans la serre, puis de les remplacer par le ménage finalement, puis de remplacer par une nouvelle production. Et est-ce que, par exemple, vos fruits, vos légumes, vous les plantez à différentes places? Par exemple, il y a un espace plus fruits, un espace plus légumes? On a juste des légumes en production. Donc, on a différentes variétés. Je les catégoriserais en 2 variétés. Il y a les verdures qui ont besoin d'un environnement plus frais, beaucoup d'eau, évidemment. Donc, on est en hydroponie. Ils ont des petits canaux remplis d'eau. Puis, les verdures vont pousser dans les canaux. Puis, on a nos plantes grimpantes. Donc, tout ce qui est concombre, tomates, aubergines, poivrons, piment fort, ça, c'est des plants qui vont grimper dans les arbres. Ça va devenir comme un peu une jungle dans la serre. Ces plants-là ont besoin de plus de chaleur, puis un terreau aussi plus dense pour se développer comme ça en hauteur. Et par exemple, vos viandes, vos fruits, vous les faites importer à l'aide avec des partenaires, c'est ça? Exactement. On a 2000 produits sur notre marché en ligne. Puis on est partenaire avec 350 producteurs, transformateurs, fabricants d'aliments ici, mais aussi à l'extérieur du Québec pour tout ce qui ne pousse pas au Québec. Donc, j'imagine que tu as déjà goûté les bananes, les agrumes, des fermes Lufa. Donc, ce qui ne pousse pas au Québec, on a des partenaires qui nous approvisionnent directement de Floride principalement. OK. Puis vous allez essayer, par exemple, vos fruits et tout autre produit de les faire plus locaux, par exemple? Oui, ce qui pousse au Québec, ça va être le plus local possible. Donc, on a des partenariats même avec des producteurs urbains à Montréal pour des micro-pousses ou des champignons. Donc, ça va pousser très, très près de chez nous. Sinon, on travaille avec des agriculteurs autour de la région de Montréal, mais ça peut aller jusqu'à Charlevoix. Il y a l'agneau, il y a les charcuteries de Charlevoix, par exemple. Donc, on y va selon la qualité des aliments, le fait qu'ils respectent nos
valeurs, ce sont des aliments qui, pour la plupart, n'ont pas de pesticides. Si on parle d'élevage, les animaux ont été traités avec respect, pas d'antibiotiques. Donc, on choisit nos partenaires là, selon les valeurs et selon la distance. OK. Et les pluies fortes de juillet ils ont endommagé plusieurs champs au Québec. Est-ce que la demande de vos produits ont augmenté de façon significative? C'est une bonne question. En fait, nos partenaires ont subi là, les contre-coups de la météo cet été. On a eu de la difficulté à s'approvisionner en quantité, en volume suffisant pour certains produits. Je pense aux melons, aux courges qui ont subi, il y a eu des grosses pertes. Mais on n'a pas vu d'augmentation de la demande à cause de ça. Donc, je pense que les consommateurs qui encourageaient déjà l'agriculture locale ont continué à s'approvisionner localement, puis les autres se sont approvisionnés autrement. OK, donc vous aviez assez de nourriture pour combler tous les besoins, toutes les commandes? Oui, on a été chanceux, on n'a pas manqué. Si il y avait une variété, par exemple, qui était affectée par la météo, ben on proposait une autre variété qui, elle, était correcte. Ouais. Parfait. Et l'hiver, comment faites-vous pour planifier les besoins en énergie nécessaires pour chauffer vos serres? Hiver après hiver, ça se ressemble beaucoup. On a un approvisionnement en gaz naturel pour chacune de nos serres. Pour ce qui est de la ferme intérieure, là, ça va être notre premier hiver dans la ferme intérieure, mais la ferme intérieure, c'est chauffé à l'électricité, donc l'hydroélectricité. C'est un petit peu comme chauffer le gymnase dans une école. Là. Donc, c'est par le chauffage du bâtiment. Ça, c'est très simple. Pour ce qui est des serres sur toit, avec le gaz naturel, on réussit à se supplémenter. Puis ce qui est intéressant en ayant des serres sur les toits, c'est qu'on constate qu'on a besoin d'environ la moitié moins d'énergie qu'une serre au sol. Juste en étant sur le toit d'un bâtiment, en récupérant la chaleur résiduelle du bâtiment en dessous, en étant en milieu urbain, aussi en ville, donc dans un îlot de chaleur, on consomme moins d'énergie qu'une serre au sol en campagne. Et est-ce que le soleil, ça vous aide aussi à réchauffer vos plantes, majoritairement? Oui. On a besoin de la part du soleil pour, ça c'est toute l'année, là, mais la croissance des plantes va être directement influencée par l'apport de soleil qu'on a. Et on constate les froides journées d'hiver, quand il fait soleil, on a moins besoin de chauffer. Et par exemple, ça coûte combien environ bâtir une serre sur les toits de Montréal? C'est une excellente question qu'on n'a jamais révélée, Thomas. Ah, OK. Donc, on n'est jamais allé dans le détail, mais ce que je peux dire, c'est que ça coûte plusieurs millions de dollars. Okay. On est en train de bâtir notre 5e serre sur le toit d'un Walmart au marché central à Montréal. Cette serre-là, c'est notre première serre qui va être sur un commerce de détail. Donc, elle est en plein milieu de l'action sur le bord de l'autoroute 40. Puis, ce sont des gros investissements. C'est très risqué. Donc, il faut être en mesure de rentabiliser ces investissements-là grâce à notre système de panier et l'épicerie en ligne. Puis, en fait, je pense que vous voyez le besoin de construire une nouvelle serre quand vous voyez que les demandes augmentent, j'imagine? Oui, puis cette serre-là, tu vois, on l'a planifiée en 2020. Ça fait déjà 2 ans, ça prend beaucoup de temps à planifier. Puis là, on se retrouve 2-3 ans plus tard. Puis la demande est plutôt stable, je te dirais, mais elle n'a pas baissé. Donc, ce qu'on va faire pousser dans cette serre-là, c'est probablement des concombres ou des tomates. Ça, c'est des légumes que nos clients, nos livres adorent. Ça va nous permettre d'avoir encore plus de variété sur le marché, plus de fraîcheur. Donc, ça trouvera preneur sans problème. Et comment vous faites pour choisir où vous allez installer vos serres? Est-ce que vous faites des contrats avec des compagnies? Est-ce que c'est eux qui vous approchent ou c'est vous qui proposez le tout?
Depuis 13 ans, depuis la première serre, nos critères se sont beaucoup affinés d'année en année, de projet en projet. Je te dirais que la première serre, le seul critère, c'était de trouver un toit qui pourrait nous accueillir. Puis un promoteur qui serait assez ouvert d'esprit pour nous laisser bâtir une serre sur son toit. Donc ça, c'était en 2009. Aujourd'hui, nos critères sont bien différents. On va chercher d'immenses toits. Donc, on ne regardera pas vraiment de projets en bas de 15 000 mètres carrés, 200 000 pieds carrés. Ça nous prend une assez grande superficie pour rentabiliser la serre. Puis, on va regarder évidemment où se situe le bâtiment. Donc, en zone urbaine, périurbaine, près de Montréal. Notre centre de distribution, il est à Ville-Saint-Laurent. Donc, on va choisir stratégiquement un endroit qui va être pas trop loin. Pour nous, le marché central, là où on bâtit la prochaine serre, c'est idéalement positionné parce qu'il y a l'autoroute 40 qui se rend directement à Ville-Saint-Laurent. C'est quelques kilomètres seulement. Donc, c'est des critères qu'on va regarder. Puis, évidemment, la relation aussi avec le promoteur immobilier. Il faut que le promoteur croie en notre mission, en notre vision, puis qu'il soit assez ouvert là, pour nous laisser construire sur le toit de son immeuble. Et est-ce que vous souhaitez élargir votre mission puis le faire au-delà de Montréal ou c'est quoi vos objectifs? Bonne question. On a une serre à Laval, mais on considère que c'est comme à Montréal. Ce qu'on voudrait éventuellement, c'est exporter le modèle aux États-Unis. On a déjà ciblé une région, dans la région de Boston, au Massachusetts. On a trouvé un endroit qui serait idéal pour accueillir un projet des fermes LUFA. Donc, d'ici quelques années, ce serait la prochaine étape d'exporter le modèle aux États-Unis. Puis, on arriverait avec un projet clé en main. Donc, toutes les expérimentations qu'on a faites à Montréal, on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, surtout. On arriverait aux États-Unis avec un projet qui inclut la serre sur le toit, la ferme intérieure, un immense centre de distribution. Puis, on serait en mesure de nourrir des milliers de familles d'un coup, là, comme ça. Ok. Et pouvez-vous m'expliquer le déroulement de la commande en ligne jusqu'à la livraison du client? Alors, le Lufavor va avoir à chaque semaine une alerte pour l'aviser que son marché est ouvert. La personne va en ligne, fait son épicerie carrément avec tous les produits disponibles. Puis, à partir du moment où le marché ferme, nous, on a environ 12 heures pour préparer la commande de la personne, puis récolter les légumes. Il y a des produits qui sont frais du jour, donc les pains, c'est frais du jour, la viande, une partie de la viande, c'est frais du jour, quelques mets préparés aussi, puis évidemment nos légumes. Ça va être préparé à la commande, sinon le reste va être ajouté au panier. Puis la personne va recevoir son panier selon si c'est dans un point de cueillette ou livré à domicile, va recevoir son panier la journée même où c'est préparé. Ok. Et vos livraisons, est-ce que vous les faites avec des camions, avec des... Ok, parfait. Des camions? En fait, on a une flotte de camions, puis on a une flotte de véhicules électriques aussi. Donc, il y a à peu près 30% de nos livraisons qui se font en véhicules électriques avec des petites remorques. Ah, ok, ouais. Puis, il y a même des livraisons qui se font en Tesla. On expérimente toutes sortes de façons de livrer. Les camions de livraison ne nous appartiennent pas. Donc, c'est des partenaires qui font la livraison pour nous, mais on les encourage à aller vers les véhicules électriques. Et vous avez environ combien de clients Lufavor? On a 30 000 commandes par semaine, donc 30 000 Lufavor qui prennent des commandes à chaque semaine avec nous. Puis sinon, une base de clients de Lufavor d'environ 62 000 personnes. Wow, c'est beaucoup. Oui, puis on ambitionne, tu vois, là, on nourrit là, à peu près 3% de Montréal, puis on ambitionne de nourrir 10% du Québec. C'est ça qu'on vise. Donc, on est encore loin de notre objectif ultime là, pour le Québec. Mais je peux vous dire que je vous encourage depuis déjà quelques années. Ah, ça, c'est chouette. Thomas, puis est-ce que tu as un produit préféré sur le marché? J'aime beaucoup le lait Nutrinor. Je trouve que c'est bien les vaches qui sont bien traitées et tout ça.
et les œufs aussi. J'aime beaucoup tous vos produits qui prennent compte de la liberté des animaux et leur bien-être et tout ça. Ah, génial. Puis, est-ce que tu es végétarien? Non. Est-ce que tu manges un peu de notre viande? Je pense que oui, parfois mon père en commande. Super. Je te conseille les brochettes, les nouvelles brochettes sur le marché, là. On a des brochettes de poulet avec des assaisonnements assez délicieux, là. Je te conseille ça. Merci. Et comment l'emplacement... Ben, je vous ai déjà posé ça selon l'emplacement de vos serres, mais quels sont les défis auxquels vous faites face durant l'année? Je sais que les pluies, ça vous a pas trop influencé. L'hiver, vous avez des solutions. Mais est-ce que vous faites face à d'autres défis, par exemple au Ah, coût? vraiment. L'inflation, présentement, c'est un grand défi pour nous parce que les gens regardent beaucoup le prix des aliments. Puis nous, on doit s'adapter à cette réalité-là. Les gens ont un moins gros budget pour faire l'épicerie. On sait que nos produits peuvent être un peu plus dispendieux parce qu'on parle de produits bio, de produits locaux. Donc, nous, on essaie de s'ajuster dans ce contexte-là puis d'offrir des produits moins chers parce qu'on veut pas être une épicerie juste pour les gens aisés. Ça, c'est clair. On veut être accessible pour tout le monde. Donc, présentement, on fait des super spéciaux. On a juste des prix vraiment bas. On propose toujours chaque semaine là, des 4 produits. Par exemple, cette semaine, des produits à 50% de rabais sur le marché. Donc, c'est comme ça qu'on s'ajuste, mais c'est un grand défi cette année. Et vous diriez que vos prix se comportent comment aux épiceries habituelles au Québec? Est-ce qu'ils sont plus bas ou plus élevés puisque c'est vous qui faites vos légumes et tout ça? Justement, là, depuis qu'on suit de très près le coût de nos produits, de la compétition aussi, là, on peut se situer. On est juste un petit peu moins cher que Voilà, pour te donner une idée. Là. Ok, ouais. Ouais, on se situe là, on est un petit peu moins cher que Voilà. Ouais, c'est une bonne comparaison. Parfait. Et comment venez-vous en aide aux communautés dans le besoin? J'ai vu sur votre site internet que vous faisiez affaire avec eux, mais comment vous faites? Est-ce que vous leur livrez la nourriture gratuitement? Comment? Oui, ça c'est chouette. C'est un programme qu'on a développé de A à Z. Ça s'appelle le programme de don direct. Puis, on souhaitait un programme sans frais administratifs. Donc, on sait que souvent des OBNL ou des fondations, là, il va y avoir des frais administratifs importants. Nous, on voulait que les Lufavor donnent $1 puis que ce dollar-là aille directement aux familles. Donc, aujourd'hui, il y a 200 familles, 1000 personnes qui reçoivent à chaque semaine des paniers LUFA qu'eux-mêmes commandent et qu'eux-mêmes personnalisent. Donc, ce sont 200 familles qui ont des accès LUFA, qui font leur panier, leur commande eux-mêmes. Puis ça, c'est payé grâce aux Lufavor. C'est les Lufavor qui soit redonnent leur crédit à la fin de l'année ou qui donnent des dons. Puis nous, on fournit l'infrastructure, puis on donne un rabais de 25% sur les légumes sur le marché en ligne. Donc, je dis 200 familles, 1000 personnes parce que c'est 25$ par membre de la famille. Puis, ce sont des grosses familles qui bénéficient du programme. On fait affaire avec 6 organismes sans but non lucratif sur le terrain qui sélectionnent les familles puis qui leur donnent accès au programme. Wow, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant de voir qu'une aussi grande compagnie aide les personnes dans le besoin, malgré que ça les aide pas financièrement, mais que c'est juste pour les aider. Oui, ça permet de leur donner accès à la nourriture fraîche. Puis, pour ces personnes-là, il y a par exemple des familles immigrantes qui viennent de débarquer au pays puis sont en période de transition. Bien, comme ça, ils n'ont pas besoin de s'occuper de l'épicerie. Ils reçoivent de la nourriture fraîche à la maison. Puis, des fois, les enfants, ça peut même les aider à avoir des meilleures notes à l'école, mieux se concentrer parce qu'ils ont une alimentation de qualité. Et dernière question, quels sont vos objectifs de croissance dans les prochaines années? Souhaitez-vous installer dans d'autres villes? Je vous l'avais déjà posé pour, justement, vous avez dit à Boston.
et votre 10%, mais est-ce que vous souhaitez aller aussi ailleurs au Canada, en faire, mettons, à Québec, des serres? Oui, si on veut nourrir 10% du Québec, définitivement que ça va prendre d'autres serres sur toit dans la province. Donc, la croissance n'est pas terminée au Québec. Puis ensuite, si on veut s'exporter, exporter le modèle dans d'autres régions. Ultimement, parce qu'on est une entreprise qui voit très, très, très long terme, on aimerait ça nourrir 10% de la planète. Donc, ça, c'est notre objectif ultime dans plusieurs décennies. On n'y est pas encore, évidemment, mais on travaille dans cet horizon-là. On pense qu'il faut voir grand, il faut rêver. Puis, on pense aussi qu'on a un modèle qui bénéficierait au plus grand nombre. Wow, c'est intéressant de voir une compagnie québécoise qui rêve autant, puis que je pense que vous avez les moyens avec votre bonne initiative aussi. Tranquillement. Pour nous, on est vraiment au début de l'aventure encore. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue et merci aussi d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Thomas, ça me fait grand plaisir. Ok, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci Thomas, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye.